Bien, bonsoir et merci d'être venu à cette conférence. Donc, je m'appelle Yann Lecoq, je suis ingénieur de recherche au CNRS et je travaille au CIRT, au laboratoire CIRT à l'Observatoire de Paris, à quelques stations de métro d'ici. Et je suis également directeur d'une fédération de recherche qui s'appelle FirstTF et qui vise à coordonner un petit peu la R&D en France sur le domaine temps-fréquence et à établir des ponts avec les industriels français intéressés par le domaine. Donc, le premier slide de cette présentation, je l'ai intitulé « Qu'est-ce que le temps ?» Alors, ça paraît difficile de commencer avec un tel titre sans citer la phrase bien connue de saint Augustin dans les Confessions en 400 ans après Jésus-Christ, qui disait « Qu'est-ce que le temps? Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette question, je l'ignore. » Alors ça, c'est pour illustrer, à minima, l'intérêt de cette phrase, c'est d'illustrer le fait que depuis des milliers d'années, les philosophes, les physiciens, les gens qui s'appellent eux-mêmes des philosophes naturels, se posent la question de la nature du temps et ont divers éléments de réponse. Un point important à considérer parmi ces éléments de réponse, c'est que comme toute question philosophique, la question du temps aboutit assez rapidement à se rendre compte qu'il y a des tas de notions qui sont très liées au temps, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. Des notions comme l'être, l'existence, et d'ailleurs la suite de la citation de saint Augustin s'interroge beaucoup sur l'existence du passé, l'existence du futur, dans la mesure où on ne peut vraiment exister que dans le passé, donc que dans le présent, et que donc le passé n'existe que sous forme de mémoire, et que le futur n'existe que sous forme d'espoir. Donc il y a énormément de choses comme ça. Il y a la question un peu plus physique, qui est la question de la flèche du temps. Qu'est-ce qui fait que le temps se déroule toujours du passé vers le futur et jamais dans l'autre sens? Il y a la question de la causalité. Qu'est-ce qui fait que les causes précèdent a priori les conséquences dans l'ordre de la flèche du temps? Et un peu allié à ça, il y a même la question du libre arbitre qui se rapporte à la question du temps dans la notion de temps physique, où on voit bien que dans la description microscopique de la physique, le libre arbitre n'existe pas au sens où on l'entend vraiment nous-mêmes. Et donc il y a des tas de questions philosophiques qui y sont ainsi attachées. Le sens le plus commun au sens de la philosophie naturelle du temps, c'est celui qui irrigue toute la société moderne, c'est le temps au sens de Newton. Alors il irrigue toute la société moderne, c'est quelque chose qui n'est pas aussi naturel qu'on pourrait le penser, c'est aussi parce que la société moderne, alors d'abord le temps de Newton on l'apprend à l'école, hein, c'est celui qu'on nous apprend en classe de physique en début d'études supérieures ou au lycée. C'est aussi lié au fait qu'il y a des horloges partout. Il y a des rendez-vous qui sont fixés à certaines heures, à certaines dates, et auxquels on ne peut pas vraiment échapper. Et donc c'est un sens commun qui est profondément imprégnant dans la société moderne, qui cependant est pas totalement a eu du mal à s'imposer, à être compris à l'époque. A été beaucoup discuté à l'époque où Newton l'a introduit. Et en particulier, comme légende, il traîne dans les laboratoires qu'un des grands concurrents de Newton à l'époque, qui était le physicien Leibniz, qui était très très concurrent avec Newton. Et alors la légende voudrait que Leibniz, avec un T dans son nom, ait renoncé à mettre le T dans son nom pour se faire appeler Leibniz IZ, pour protester contre le temps de la variable T qu'a introduit Newton. Alors ça ressemble plus à une blague potage de physicien ou d'historien des sciences qu'à de la vérité, mais néanmoins l'anecdote est assez jolie. Donc le temps de Newton, c'est un paramètre continu, universel, et qui permet de décrire le changement dans l'univers. Ce temps continu, totalement linéaire, il est composé d'un passé qui est fixé, d'un présent et d'un futur qui reste ouvert. Et pendant le présent, tous les événements sont simultanés. Donc ça, c'est le temps qu'a introduit Newton, qui a eu énormément d'intérêt en sciences, qui a parmi tous les développements de la physique, disons jusqu'au début du XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, malheureusement, en tout cas, ce que nous dit la physique contemporaine d'aujourd'hui, c'est que dans cette définition newtonienne du temps, en fait, absolument tout est faux.
Alors la physique moderne, je la considère comme issue d'un côté la relativité générale d'Einstein, d'un autre côté la physique quantique développée par plusieurs physiciens, dont Planck, Heisenberg, Schrödinger. Et tout d'abord, puisqu'on est au tout début de cet exposé sur les aspects un peu philosophiques, je vous parle d'une des raisons pour laquelle cette compréhension du temps est complètement fausse, vue depuis la physique moderne, c'est son aspect continu. En fait, si on mélange des notions de physique de la relativité générale et des notions de mécanique quantique, on se rend compte que quand on essaye d'aller sonder l'espace-temps sur des dimensions et des dimensions spatiales et des durées temporelles extrêmement courtes, on a des choses complètement bizarres qui se produisent d'un point de vue théorique. On a des micro-trous noirs qui apparaissent dès qu'on essaye de sonder sur des distances trop petites. Ces micro-trous noirs s'évaporent sous l'effet du rayonnement Hawking à des vitesses extrêmement rapides. Et tout ceci suggère que nos théories ne sont pas adaptées à ces échelles de temps et d'espace, mais suggère également que pour s'en sortir, il faudrait disposer d'une théorie quantifiée de l'espace-temps qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Il y a de nombreux candidats, mais pas vraiment de raison de croire à une théorie plus qu'une autre. Mais néanmoins, ce temps continu de Newton, a priori, la plupart des physiciens s'accordent à penser qu'il faudra s'arrêter de penser dans ces termes continus et penser à un temps discret. Beaucoup plus pertinent pour la physique expérimentale et l'ingénierie du temps aujourd'hui, c'est les aspects liés à la relativité générale prise uniquement, qui fait que, en relativité générale, si je prends la notion de temps n'est pas du tout universelle. Et en particulier, si je prends par exemple mon téléphone que je vais considérer comme une horloge et que je prends ma montre, que je vérifie que les deux sont exactement à la même heure. Je prends ma montre, je la décale et je la ramène. Elle s'est déplacée à peu près 1 mètre par seconde pendant quelques secondes. Et donc, en théorie tout au moins, les deux horloges ne doivent pas indiquer le même temps. J'ai désynchronisé les montres juste parce que l'une des deux est allée à une vitesse différente. Et en particulier, ce qu'on sait, et la science-fiction est friande de ce genre de ressorts scénaristiques, le temps vu par la montre qui s'est déplacée à une certaine vitesse est allé plus lentement que le temps vu par l'horloge qui est restée sur place et qui n'a pas bougé. Donc ça, c'est un effet bien connu de relativité restreinte. Il y a un autre effet également qui a été introduit dans la relativité générale d'Einstein, cette fois en 1915, qui est le fait que si je refais la même expérience et que cette montre, donc je les laisse synchroniser parfaitement, ensuite ma montre, je la montre de quelques dizaines de centimètres, j'attends un petit peu, 1, 2, 3, je la ramène au niveau de la première horloge et je compare les temps de ces deux horloges et je constate que les horloges auront été désynchronisées. Alors, c'est pas beaucoup. Avec ce téléphone, avec cette montre, il n'y a aucune chance de voir quoi que ce soit. Évidemment, le sens humain est totalement incapable, dans ces cas présentés ici, de se rendre compte qu'il y a une différence. Mais ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. On a aujourd'hui des expériences, on a des horloges atomiques très précises qui peuvent littéralement voir ce genre d'effet. On est au laboratoire, on prend deux horloges atomiques de très haute performance, on les met juste à côté de l'une de l'autre, on prend en gros un cric de voiture amélioré, on tourne la manivelle, on en fait monter une sur quelques dizaines de centimètres, et on constate que le temps qu'elle indique ne s'écoule pas à la même vitesse que le temps qu'indique l'autre horloge qui est restée à la même altitude. Donc ça, ce n'est pas du tout des vues de théoriciens, c'est des phénomènes pratiques qu'on voit tous les jours au laboratoire et dont on tient compte tous les jours au laboratoire. Ça a des vraies conséquences dans la vie de tous les jours, même pour tout un chacun. Le système GPS de navigation par satellite utilise des horloges dans des satellites qui orbitent autour de la Terre. Si on ne tenait pas compte des phénomènes relativistes dans la compréhension du fonctionnement de ces horloges dans les satellites, les systèmes GPS seraient faux à des kilomètres près. Et ça ne marcherait absolument pas.
Alors pour l'anecdote également, en fait, au tout début des questions sur la navigation par satellite, dans des premiers satellites qu'ils ont lancés pour des systèmes qui n'étaient pas encore le GPS, mais qui un jour deviendraient le GPS, les militaires américains en fait avaient exigé qu'il y ait un switch quelque part, un interrupteur, pour prendre en compte ou ne pas prendre en compte les effets de la relativité, parce qu'ils n'étaient pas totalement sûrs que la relativité, ça marchait vraiment, même si tous les physiciens, les ingénieurs étaient à peu près convaincus. Et donc, ils ont insisté pour qu'il y ait un switch au cas où, pour ne pas avoir des millions de dollars de satellites lancés et totalement inutiles, parce qu'on avait pris la mauvaise théorie. Bon, fort heureusement, le switch n'a jamais servi, et ils se sont assez vite rendus compte que la relativité marchait très bien. Donc ça, c'est important, ces effets relativistes, dans la compréhension du temps d'aujourd'hui. Et en particulier, ça nous indique une chose, c'est qu'on n'a qu'une seule chose qui existe vraiment dans un paradigme de relativité générale, c'est le temps propre, c'est-à-dire le temps mesuré par une horloge idéale le long d'une ligne d'univers pour un observateur particulier qui a une certaine trajectoire. À un moment, il passe près d'un trou noir, son temps propre ralentit énormément par rapport au reste de l'univers. À un moment, il est très loin de toute masse gravitationnelle, son temps propre va à une bonne vitesse, et il n'y a que ça qui ait réellement du sens. Alors, à côté de ça, comme il faut bien se débrouiller autrement, on peut aussi faire ce qu'on appelle un temps coordonné. Et un temps coordonné, c'est une vue de l'esprit où on décide entre êtres humains de s'accorder sur un choix arbitraire de référentiel dans lequel, si on mettait une horloge parfaite, le temps indiqué par cette horloge serait le temps auquel tout le monde s'accorde pour avoir une validité particulière. Et comme les équations de la relativité générale nous indiquent les méthodes pour comparer notre temps propre à nous avec ce temps coordonné arbitraire, eh bien, on peut arriver à se débrouiller comme ça. Donc, bon, dans l'histoire, il y a eu plusieurs candidats pour un temps universel. Alors, pour l'aspect historique, on a besoin, pour faire une horloge, de quelque chose qui évolue de manière reproductible et de manière prédictible. Donc, vous avez un exemple avec le sablier, vous avez un autre exemple avec la clepsydre. Donc, la clepsydre, en fait, qui est un outil d'horloger de l'Antiquité, qui a eu beaucoup plus d'importance qu'on ne le croit aujourd'hui. Bon, alors, une clepsydre était utilisée à la manière du CSA d'aujourd'hui pour surveiller le temps de parole des politiciens sur l'agora à Athènes, à l'époque de la Grèce classique. Mais même au fur et à mesure de l'Antiquité tardive, il y a eu d'énormes développements d'ingénierie des clepsydres pour les transformer en outils vraiment de haute précision pour l'époque. Bon, néanmoins, à la fin, il reste un bon candidat naturel pour garder pour mesurer le temps, c'est la rotation de la Terre. Donc, la rotation de la Terre, c'est quelque chose a priori qui bouge, qui est très fiable et qui est accessible à tout le monde. En ce sens, elle est universelle. Donc, où on va en gros considérer que la position du Soleil dans le ciel traduit l'écoulement d'un temps universel. Donc, pour mesurer ce concept de temps universel indiqué par la rotation de la Terre, on a eu au cours de l'histoire l'invention des gnomons, donc qui sont des bâtons plantés dans le sol, on regarde l'ombre et on voit à quelle vitesse se déroule le temps indiqué par la position du Soleil dans le ciel, des cadrans solaires. Ici, bon, des cadrans solaires un peu améliorés, donc vous avez ensuite des télescopes méridiens. Donc là, tout à droite, c'est un télescope méridien à Besançon, et juste avant, c'est un gnomon à l'Observatoire de Paris, où on va pouvoir pointer très précisément, à un moment donné, le passage du Soleil juste à la méridienne, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes, et en déduire que, paf, par rapport à la fois dernière où ça s'est passé le jour dernier, il s'est très exactement écoulé 24 heures. Alors, il y a malgré tout quelques petites subtilités astronomiques quand on commence à se poser un petit peu la question. Donc, on a défini la seconde jusqu'en 1956 comme étant égale à 1 sur 86 400 jours solaires moyens. Pour ceux qui ne sont pas forcément très forts aux chiffres et aux lettres, 86 400, c'est 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Donc, c'est le nombre de secondes dans une journée. Alors, on parle de jours solaires moyens parce que si on commence à faire de l'astronomie un tout petit peu fine,
Et là, je vous parle de choses qui datent de la fin de l'Antiquité, hein, l'Antiquité tardive. Donc c'est des choses qui sont quand même connues depuis très longtemps. On se rend compte que si on regarde le passage du Soleil à la méridienne tous les jours, ça a une certaine durée, mais que si on regarde une étoile, à quelle vitesse elle passe tous les jours à la méridienne, on se rend compte qu'on n'a pas le même temps. Et ça, c'est parce que en fait, la Terre tourne non seulement autour d'elle-même, mais également autour du Soleil. Et donc, le temps que le Soleil passe à un moment donné exactement à la méridienne et le lendemain repasse à la méridienne, enfin, la Terre a fait un tour complet sur elle-même, mais il faut qu'elle fasse un tout petit peu plus qu'un tour complet sur elle-même pour que le Soleil revienne exactement à la même position. Ce qui fait que la durée de la rotation de la Terre sur 360 degrés exactement, c'est pas 24 heures, c'est 23 heures 56 minutes et quelques secondes. Donc ça, c'est gérable. Il y a une autre chose également, c'est ce qu'on appelle l'équation du temps, que vous verrez peut-être écrite à côté des bons cadrans solaires, qui est le fait que, de deux effets en fait, le fait que la Terre tourne sur elle-même avec un petit angle par rapport au plan de son orbite, et également que l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas exactement un cercle, mais une ellipse légèrement déformée. Ça se traduit par le fait que la durée d'une journée définie par le temps entre deux passages du Soleil exactement au-dessus de nos têtes, et pas exactement le même au cours de l'année. Il y a quelques dizaines de secondes, enfin, il y a jusqu'à 30 secondes en plus et 20 secondes en moins par rapport à la durée moyenne. Et ça se traduit par le fait que si on prend juste un cadran solaire, il faut décaler ce qu'on lit sur le calendrier solaire de une quinzaine de minutes à peu près, en plus ou en moins, en fonction de la période de l'année, pour avoir réellement le jour solaire, l'heure solaire moyenne. Donc ça, c'est encore gérable, c'est des petites imperfections, c'est des choses qu'on connaît depuis la fin de l'Antiquité, mais qu'on gère absolument très bien. Mais si on commence à regarder un petit peu plus en détail avec des outils un peu plus modernes, on se rend compte que cette durée de la rotation de la Terre, malgré tout, elle fluctue beaucoup. Elle fluctue de quelques millisecondes. La durée d'un jour fluctue de quelques millisecondes au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des différentes mesures, et de manière pas super prédictible, pas forcément toujours très bien comprise. Et ça, c'est lié en particulier au fait que la Terre n'est pas juste un caillou parfaitement sphérique et parfaitement rigide, mais c'est légèrement déformé, c'est légèrement ovale, et en plus, c'est pas parfaitement rigide. Il y a des effets de marée, il y a des effets il y a des effets sismiques, il y a des tremblements de terre, il y a des mouvements du magma, mouvements du noyau par rapport à la Terre interne, y compris des mouvements hydrologiques qui font que la vitesse de la Terre change de manière pas forcément prédictible, un peu au hasard. En tout cas, on n'arrive pas on arrive à peu près à les modéliser jusqu'à un certain point, mais on n'arrive pas vraiment toujours à les comprendre parfaitement et à les compenser de manière prédictible à l'avance. Donc ce pourquoi, en fait, dès les années 50, 60, on s'est rendu compte qu'il fallait quelque chose d'un petit peu mieux que ça pour avoir un temps qui évoluait de façon vraiment uniforme. Et c'est là où on a commencé alors on en faisait déjà bien avant, mais c'est là où on a commencé à avoir des horloges faites par la main de l'homme qui étaient en fait meilleures que la rotation de la Terre, en ce sens qu'elles donnaient un temps qui évoluait de façon beaucoup plus uniforme. Alors, bon, tout petit peu d'équation ici. Donc, une horloge, en fait, ça va être un système, vu d'un point de vue moderne, c'est un système qui va produire un signal physique. Alors, un signal physique, pour une horloge mécanique, ça va être la position du balancier. Pour un quartz, ça va être une tension électrique qui va fluctuer sinusoïdalement. Et à partir de ces oscillations, on va en déduire le passage du temps en mesurant ce qu'on appelle la phase de l'oscillateur et en déduisant le passage du temps, en la normalisant par rapport à la fréquence d'oscillation de cet oscillateur. Donc on a eu des oscillateurs mécaniques, on a eu donc l'apparition des quartz qui ont été en fait très importants parce que c'était un peu les premiers objets qui de façon totalement indiscutable étaient capables de mesurer le temps de manière beaucoup plus uniforme que la rotation de la Terre. Aujourd'hui, le temps légal est défini à partir de références dans le domaine micro-ondes, qui oscille à quelques gigahertz, gigacycles par seconde. Et d'ici quelques années ou dizaines d'années, on passera à des définitions légales du temps à partir de fréquences optiques, et donc à des oscillateurs qui oscillent à quelques centaines de térahertz.
Cela dit, et on en vient un peu plus, vous avez déjà eu un petit goût du hasard dans la mesure du temps sur la rotation de la Terre. Quelque chose qui est très très important de comprendre, c'est qu'en pratique, comme en théorie, deux horloges ne mesurent jamais la même heure. Et ça, c'est pas parce qu'on n'est pas bon à faire des horloges, et c'est pas parce qu'il y a des effets relativistes bizarres qui font que les horloges se déplacent les unes par rapport aux autres et on maîtrise pas bien les choses. C'est totalement intrinsèque au fonctionnement de n'importe quel type d'horloge. Si on prend deux horloges parfaitement synchronisées à un temps zéro, qu'on fait en sorte qu'elles ne se parlent plus jamais, on les laisse évoluer, elles vont forcément donner, au bout d'un certain temps, un temps qui va être différent et significativement différent, quel que soit leur niveau de précision, d'exactitude propre. Et donc là, je vais représenter ici un exemple du temps, la différence entre le temps mesuré et le temps propre, donc le temps idéal, qui aurait dû être mesuré par l'horloge pour 4 oscillateurs différents. Alors ça, il y a un premier aspect, c'est où on voit bien le point du hasard, c'est qu'en fait, il se trouve qu'il y a plein d'effets perturbatifs sur les horloges possibles, mais même si on était capable de s'affranchir totalement de tous ces effets perturbatifs, il nous resterait toujours à la fin la physique fondamentale, la physique quantique, qui nous dit que quand on fait une mesure, on a toujours une petite incertitude sur le résultat, une petite fluctuation sur le résultat, et dans le meilleur des cas possibles, on va obtenir une fluctuation de la mesure de la fréquence d'un oscillateur qui est ce qu'on appelle un bruit blanc. Bon, sans rentrer dans le détail, c'est un bruit qui a le bon goût de produire quelque chose qui reste toujours très proche de zéro, comme erreur. Mais par contre, ça c'est la mesure d'un oscillateur. Si on commence à utiliser cet oscillateur pour faire une horloge, c'est-à-dire quelque chose qui ne mesure pas une fréquence, mais quelque chose qui mesure un temps, et qui donc a accumulé le nombre de cycles de l'oscillateur pour en déduire le temps écoulé, et bien là on se rend compte que ce bruit blanc sur la fréquence de l'oscillateur, ça se traduit par ce qu'on appelle une marche aléatoire de l'erreur de temps, qui, contrairement au bruit blanc, a le mauvais goût de diverger. C'est-à-dire que si on attend un temps infini, statistiquement, on aura le temps indiqué par deux horloges qui vont diverger de manière infinie. Et ça, c'est en pratique, on est souvent limité par des problèmes physiques, des petites perturbations, des petites imperfections qui fait qu'on a ce genre d'effet. Mais même si on supprimait tout ça, on aurait toujours la physique quantique qui nous dit on a cette limite à la fin qui est infranchissable. Alors pour ceux qui aiment bien ce genre de discours et qui ont eu quelques notions de mécanique quantique dans leur jeunesse, ça c'est lié à un truc très fondamental qu'on peut voir dans le cours de mécanique quantique, c'est qu'il n'y a pas d'opérateur temps en mécanique quantique, qui est un point qui a été soulevé dès 1930 par Wolfgang Pauli, et qui fait que en fait, il n'y a pas moyen physiquement d'avoir une mesure qui va permettre de corriger une petite erreur qui a été faite dans le passé sur la mesure du temps. Toutes les erreurs qui ont été faites dans la mesure du temps s'accumulent les unes après les autres. Certaines sont sur le plus, certaines sont sur le moins, c'est pour ça que c'est pas si grave que ça, et ça diverge pas si vite que ça, mais toutes les erreurs vont s'accumuler, et il n'y a aucun moyen physique de constater qu'on a eu ces erreurs et de les corriger plus tard pour les rattraper. Ça n'existe pas, la physique quantique qui nous dit ça. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une force de rappel qui ramène l'erreur de temps à zéro. Alors il y a un deuxième aspect un peu plus pratique, mais qui quand même nous occupe beaucoup dans les laboratoires de recherche où on travaille sur l'amélioration des horloges, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'incertitude. Donc là, je vous ai parlé ici de petites fluctuations, totalement hasardeuses, mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle l'incertitude, qui est plus lié à la notion de connaissance et de maîtrise qu'on a de l'ensemble du processus. Donc ici, je vous ai représenté les 16 premières décimales de la fréquence d'oscillation d'une horloge à strontium. Bon. Les petites flèches vous indiquent différents phénomènes physiques qui vont se traduire par des modifications de la fréquence effectivement réalisée par une horloge à césium quand on la fabrique avec cette petite perturbation. Donc, par exemple, on voit qu'un champ magnétique de l'ordre de 1 Gauss, c'est à la très grosse louche l'ordre du champ magnétique terrestre, ici à Paris. Ça va faire fluctuer les digits au niveau de la 13e décimale
au niveau de l'unité, au niveau de la 13e décimale. Un champ électrique de 10 kV par mètre. Alors 10 kV par mètre, pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire, si vous êtes dehors et qu'il fait beau, et si vous êtes dehors et qu'il y a un temps d'orage, vous verrez une différence de potentiel électrique de 10 kV par mètre. Donc s'il fait beau, s'il ne fait pas beau, ça se traduit par ça, et ça se traduit par une fluctuation à la 14e décimale. Sachant qu'on fait aujourd'hui des horloges qui sont précises, qui sont exactes à la 18e décimale. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut décorréler par rapport au temps qu'il fait dehors. On se débrouille pour que les atomes ne soient pas perturbés par le temps qu'il fait dehors. Hein. Il y a des blindages qui sont faits là pour ça, il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Et toutes ces perturbations, on les prend en compte de toute façon. Et elles peuvent être relativement importantes. Mais ce qui est beaucoup plus important que la taille de ces perturbations, c'est à quel point elles sont connues. Et en particulier, si on a une incertitude sur soit la sensibilité de l'horloge à cette perturbation, soit le niveau de cette perturbation, on ne va pas être capable de corriger l'horloge suffisamment bien pour s'en affranchir à un degré suffisant. Et donc tout le travail des gens qui font des horloges atomiques aujourd'hui, 90% du travail des gens qui font des horloges atomiques, va consister à essayer de réduire les incertitudes sur tous ces paramètres. Alors, à partir de tout ça, ça nous permet de faire un temps coordonné, qui est le temps légal et qui est celui qui irrigue toutes vos vies, sans que vous vous en rendiez compte, qui est le temps UTC, qui est le temps légal mondial. Donc ça se réalise comment ? Eh bien, on a en fait en pratique à peu près aujourd'hui 450 horloges dans plus de 80 laboratoires distribués à travers le monde, qui vont renvoyer toutes leurs données d'horloge au BIPM à Sèvres, donc un organisme international mais qui est émergé en France à côté de Paris, pour réaliser ce qu'on appelle une échelle atomique libre par moyennage, où on va moyenner l'ensemble de ces horloges avec une pondération qui, en gros, qui d'ailleurs peut tomber à zéro, hein, si l'horloge est vraiment en train de faire n'importe quoi, qui va être pondérée par rapport à la qualité qu'on va estimer de chacune de ces horloges qui participent. Cette échelle atomique libre, elle n'est pas fixée sur la définition du système international d'unité de la seconde. Elle n'est pas loin, mais elle peut toujours un petit peu évoluer. Et donc, en plus de ça, on a une deuxième étape qui est... Alors oui, pardon, un point important, c'est que bien évidemment, toutes ces horloges, quand elles transfèrent leurs informations de temps au BIPM, elles sont corrigées des effets relativistes. Et en particulier, chacune de ces horloges est à des altitudes complètement différentes les unes des autres, et évidemment, on prend la différence d'altitude en compte quand on fait cette moyenne. Donc ensuite, on a une deuxième étape pour produire ce qu'on appelle le temps atomique international, où on rajoute une grosse dizaine d'étalons primaires et secondaires de fréquences dans environ 8 laboratoires. Et là, il faut dire que la France est particulièrement centrale dans ces travaux, puisque sur les 10 dernières années, 40% des contributions de ces étalonnages-là sont faits par le CIRT à l'Observatoire de Paris. Et donc, à partir de cette correction, on aboutit à un temps atomique international. Et pour finir, on corrige ça de temps en temps avec une seconde intercalaire en plus ou en moins pour faire en sorte que ce temps atomique international soit corrigé pour rester à résonance avec le temps donné par le passage du Soleil à la méridienne. Alors, ce temps UTC, il est international, il est légal, mais il n'est pas très pratique. Parce que même si vous possédez l'une de ces 450 horloges, en fait, le BIPM vous donnera l'information de combien votre horloge était décalée par rapport à UTC seulement un mois plus tard, quand il aura fait toutes ses moyennes. Donc ça sert, c'est pas très pratique, quoi. Faut mieux pas être pressé. Et donc ce pourquoi il y a eu une autre chose qui est réalisée, et qui est réalisée typiquement au niveau pas international, mais au niveau des États, qui est ce qu'on appelle les UTC-K, donc une réalisation expérimentale d'UTC. Donc très, très, très prosaïquement, c'est sur un câble électrique quelque part, on a un signal qui fait bip, bip, bip à chaque seconde, et qui est une tentative de réaliser UTC du mieux qu'on peut. Et donc ça, à Paris, ça se fait à l'Observatoire de Paris, et on a la chance en France de posséder, de réaliser une des meilleures réalisations d'UTC, et en particulier UTC-OP, donc comme Observatoire de Paris, est très rarement en décalage de plus d'une nanoseconde par rapport à UTC. Et il n'y a que
2, 3 réalisations d'UTC dans le monde qui sont à ce niveau-là. Et ensuite, évidemment, il y a la dernière étape du processus, qui est comment on transfère cette information qui est réalisée à un endroit particulier, à l'Observatoire de Paris, à l'ensemble des utilisateurs. Et ça, c'est une autre histoire sur laquelle je n'ai absolument pas le temps de m'étendre. Alors, pour finir, quelques mots sur les enjeux de toutes ces recherches et de toutes ces réalisations instrumentales. Donc, je vous ai déjà évoqué la question des enjeux de positionnement, de navigation, des systèmes GPS, des systèmes qui soient civils ou militaires. Les avions naviguent à partir de signaux issus de technologies de ce genre, qui sont des espèces de GPS améliorés. Donc c'est quelque chose qui est très prégnant dans la société. De plus en plus, on a des très fortes demandes de très haute précision de synchronisation dans les télécoms, les réseaux, les infrastructures et les objets connectés. Il y a de plus en plus d'objets connectés dans le monde. Tous ces objets ont besoin d'être synchronisés sur une base de temps commune, et cette base de temps, c'est l'UTC. Et pour finir, donc les applications en physique fondamentale sont extrêmement importantes, puisque le temps, c'est la quantité physique qu'on mesure, mais de très loin, avec la plus grande précision actuellement, et que par conséquent, c'est une très bonne sonde pour sonder les effets physiques qui iraient au-delà de notre compréhension actuelle des théories physiques qui expliquent l'univers, et en particulier trouver des aspects par lesquels des mesures de temps pourraient nous aider à comprendre un peu mieux ce qu'est la matière noire, comprendre un peu mieux comment unifier la relativité générale et la mécanique quantique, et toutes ces choses-là. Et merci. Pourquoi la France est-elle si bonne dans... Parce que par exemple, pour l'exposition d'horlogerie qui est aussi à Time World, disait que la France en horlogerie était la 4e mondiale ou quelque chose comme ça. Et puis là, vous avez dit pour les mesures, ça fait partie des grands pays. Est-ce que ça vient de loin? C'est quoi l'histoire? Ça vient de loin, ça vient, comme toute chose, ça vient d'investissements significatifs financiers et humains accumulés pendant des années. Ça vient du fait que... au niveau des horloges atomiques, on a eu aussi la collaboration entre des physiciens, pas particulièrement métrologues a priori, mais de très haut niveau, qui collaborent avec des gens plus dans la métrologie pour trouver les meilleurs moyens de mettre en commun les toutes dernières avancées scientifiques au service d'une métrologie plus précise, qui ont conduit la France à être aujourd'hui, enfin à l'époque, le leader dans la fabrication de ce qu'on appelle les fontaines atomiques, donc qui sont au cœur du fonctionnement du système légal actuel. Hein. Les 13 étalons de fréquence, en gros, c'est 13 fontaines atomiques. Et ça vient de la collaboration entre, d'un côté, des développements scientifiques extrêmement innovants, mis au service de la métrologie, et le tout accompagné par un tissu industriel qui est capable de fournir aussi des appareils de très haut niveau pour servir sur les expériences en question. Alors, je n'ai pas d'explication beaucoup plus avancée que ça sur... à la fin, c'est une question de si on dit que c'est une priorité et qu'on met l'argent qu'il faut derrière, l'intelligence suivra. Voilà. Merci beaucoup pour votre belle présentation. Je voulais vous demander, parce qu'il est difficile de définir le temps, et peut-être personne ne l'a encore vraiment défini, mais pour vous, et éventuellement, quelle est, pour vous, Monsieur Lecoq, quelle est l'origine du temps? Quelle est la nature du temps? Oh là, alors moi je ne me sens pas forcément extrêmement compétent pour parler de ça. Bon, néanmoins, en tant que lecteur éclairé de gens qui s'occupent de temps, il y a aussi quelque chose qui est très important d'un point de vue conceptuel, c'est ce qu'on appelle le temps thermodynamique. En fait, si on va regarder en détail toutes les équations de la physique, au niveau microscopique, aucune ne dit que le temps va du passé vers le futur. Aucune. Il n'y en a qu'une seule, c'est le second principe de la thermodynamique. Et donc, quelque part, ça signifie que le temps, en tant que compréhension qu'on en a à nous, c'est un phénomène thermodynamique
qui vient du fait que, et qui se déroule tel qu'il est, parce qu'à l'époque du Big Bang, l'entropie de l'univers était extrêmement faible, et donc on continue à vivre sur cette entropie très faible au sens à l'époque du Big Bang, qui nous permet de concevoir le temps comme ce qu'on conçoit aujourd'hui. Si à l'époque du Big Bang, ou si à un moment donné, l'univers atteint un état d'équilibre thermodynamique, le concept de temps tel qu'on le comprend aujourd'hui commence à avoir plus aucun sens, en fait. Donc, voilà, pour moi, ce que j'en comprends, le concept de temps tel qu'on le conçoit réellement d'une façon neurobiologique, c'est issu de la thermodynamique, et c'est tout. Merci pour votre conférence. J'ai une question sur la dérive des horloges qui mesuraient le temps propre. Est-ce que les fluctuations est-ce qu'elles sont dues uniquement aux fluctuations quantiques dues enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche avec les atomes de strontium, mais là je comprends bien. Mais est-ce que ça pourrait être aussi la trace de grains d'espace-temps qui induirait quelque chose de granulaire et qui donc nécessairement ferait une fluctuation? Est-ce que ce serait un moyen de pouvoir trouver les grains d'espace-temps qui sont si difficiles? Alors, clairement, ça fait partie des questions de physique fondamentale, et essayer d'améliorer les mesures de temps, essayer de comprendre exactement, avec les meilleures horloges possibles, comment une horloge à rubidium et une horloge à strontium vont avoir des petites différences les unes par rapport aux autres, peuvent donner des indications sur, en particulier, les moyens, sur les choix à faire, sur la pléthore de théories qui permettent d'unifier la relativité générale et la physique quantique, pour faire des choix parmi celles-ci, à celles qui vont donner des résultats, des prédictions qui sont compatibles avec ce qu'on voit au laboratoire. Voilà. Alors, en gravité quantique, c'est vrai que souvent, ils aimeraient bien qu'on aille coller des horloges à côté de trous noirs ou des choses comme ça, ce qui n'est pas si facile que ça. Mais oui, évidemment, plus on améliore les horloges, plus on améliore toute mesure, et en particulier les horloges, puisque c'est ce qui se mesure le mieux au monde actuellement, plus on a d'informations qui permettront à nos collègues théoriciens de faire des choix éclairés dans les théories futures. Merci beaucoup Yann Lecoq pour ce tour d'horizon de la compréhension et la nature du temps et qui va donc de l'Antiquité jusqu'à les progrès extrêmement impressionnants et extrêmement forts auxquels on parvient aujourd'hui. Et donc la question était est-ce que le temps peut-on vivre avec le hasard et l'incertitude dans la mesure du temps? Donc finalement la première question qui a été posée dans l'exposé était la question extrêmement philosophique et métaphysique de qu'est-ce que le temps, et la citation de Saint Augustin disant que posant la question de l'existence du présent implique en fait une question, une sorte d'impératif métaphysique sur lequel je voudrais revenir au début, qui est que finalement, pour exister ensemble, pour coexister, on a besoin d'être dans un temps universel, on a besoin d'être dans un univers non ambigu, parfaitement exact, dans lequel il n'y a aucune limite à la détermination et à la mesure, hormis des limites techniques d'ordre de l'ignorance, mais qui ne sont pas objectives. Et finalement, dans cette quête, ce qu'a montré l'exposé, c'est qu'on est arrivé à des théories des théories de notre univers et de notre nature qui sont extrêmement efficaces, qui corroborent avec les observations et qui placent des limites physiques intangibles à la précision de la mesure et qui rejettent l'universalité du temps. Et donc, finalement, le métier de l'horloger, j'ai un peu l'impression que c'est cette position un peu contradictoire entre l'envie de trouver quelque chose d'absolument exact et universel qui nous permette d'exister ensemble et d'être
de ne pas être seul dans son temps propre et complètement isolé dans son espace, mais et qui se confronte aux limites physiques et d'incertitudes infranchissables que sont le bruit blanc, la théorie de la relativité générale, qui sont des théories extrêmement efficaces, extrêmement puissantes et qui du coup ont montré leur solidité, qui sont acceptées par l'intégralité de la communauté scientifique. Et donc finalement le hasard dans cette histoire, le hasard c'est finalement ce que l'horloger essaye de domestiquer pour essayer de comprendre où est-ce que le temps où se situe cette limite précise de nos capacités et puis de l'impossibilité physique. Et donc, en maîtrisant ce hasard, on maîtrise de plus en plus et on essaye d'approcher cette limite qui permet donc d'augmenter jour après jour la précision des objets de mesure. Merci encore Yann Lecoq. Je me permets pour terminer, puisque personnellement je fais ma thèse sur Leibniz, donc de répondre à la petite boutade, de donner l'élément de réponse. En fait, Leibniz est allemand et il est allé très vite travailler en France, et son nom allemand c'est Leibniz, qui s'écrit UTZ, et donc il a francisé son nom et c'est devenu IZ. Et donc il y a eu pas mal de variations d'orthographe, et donc on trouve à peu près équitablement dans les écrits IZ ou ITZ. Donc voilà pour la réponse.